Messieurs et dames, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien Analyse 24. Bienvenue à tous et à toutes avec moi, présent. Toujours fidèle à ces rendez-vous, lui aussi. Il s'appelle Ali Malé. Oui, je suis là. Sinon, en bonne santé. En tout cas, Dieu fait grâce au Dieu fait grâce. La fidélité de nos téléspectateurs, ça vous dit quelque chose? En tout cas, c'est ce qui nous oblige à être aussi fidèles et toujours prêts à les servir. Merci beaucoup. Merci, John. Notre invité n'est plus à présenter. Il s'appelle Norbert Yamba Yamba. Il est cadre du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social. Monsieur Norbert Yamba Yamba, bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Je suis très heureux que vous soyez tous deux ensemble avec Ali. Oui. Ça fait un bail, on ne s'était pas croisés. Et après plusieurs rendez-vous manqués, voilà, on est là. Non, ça arrive. Les impondérables. Merci, merci. Mais je suis tenté, panafricaniste que vous êtes, le président tanzanien John Magufuli nous a quittés, malade, on parle même de Covid. Lorsqu'un panafricain tombe comme ça vous dit quelque chose, bien que la mort étant naturelle. Je voudrais profiter de cette opportunité pour présenter mes plus sincères condoléances à toute la famille tanzanienne, toute la famille panafricaniste. Les hommes rares arrivent rarement tout au long de l'histoire. Certainement qu'on a connu l'époque de Julius Nyerere, qui se trouve être parmi les pères fondateurs de nos pays à l'indépendance. Père fondateur également de la Tanzanie. Depuis cette époque-là, certainement qu'il y a eu succession des chefs d'État en Tanzanie, mais Magufuli, John, a été... c'est comme si l'élève qui a compris la plus grande leçon de Julius Nyerere. Oui. Nous saluons sa détermination, nous saluons son audace, nous saluons son génie propre et nous disons qu'il tombe, mais il aura semé quelque chose. L'Afrique ne se laisserait plus faire. Quelqu'un me disait tout à l'heure, je discutais avec un compatriote panafricaniste, il est basé aux États-Unis pour dire... Magufuli doit être assassiné. Magufuli doit être empoisonné. Tantôt on parle corona, COVID, tantôt on parle cardiaque. De la même manière qu'on a parlé à un moment avec une Pierre Kourouziza, etc. Donc, il semble qu'on a même donné 27 millions d'euros en Tanzanie pour qu'on lutte contre le corona. Lui n'était pas d'accord. Il a dit qu'il n'y avait pas de corona et que les Tanzaniens devraient continuer à travailler. Eh bien, écoute, ça a donné l'impression comme s'il aurait commis un crime de lèse-majesté. Quand cela ne tienne, nous n'avons peut-être pas de preuves pour dire quoi que ce soit, mais nous disons que c'est un combattant qui est mort sur les champs de bataille. Parce que le meilleur soldat meurt sur les champs de bataille. Certainement que John est mort. Mais écoutez, les hommes, les personnalités, certainement, on ne dit pas qu'ils meurent, on dit qu'ils se reposent. Parce que leurs idées demeurent toute la vie. Toute la vie. Combien de Magufuli en Afrique? Un peu presque partout. À l'est, à l'ouest, au sud, au centre. Tout le monde est debout. Tout le monde veut l'indépendance de l'Afrique. Tout le monde veut la restauration de notre identité. Tout le monde veut la restauration, le rétablissement de notre génie propre. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on est très déterminés. Et il y a même des gens qui prédisent que l'Afrique pourrait prendre sa position de nez de l'humanité avant la fin du siècle. Je suis en train de voir les signes. Et aujourd'hui, très clair, il y a effondrement des anciennes traditions, des anciennes civilisations complètement essoufflées. Et les quelques rares qui émergent, on veut les supprimer, mais on ne supprimera pas tout le monde. Magufuli est mort du corona, on dit. Officiellement, au même moment, on nous apprend un variant français, oui, mais d'origine congolaise du coronavirus. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière on nous prend pour des cons. Une telle déclaration, une telle découverte? On nous prend pour des cons. Non, un variant belge, non? C'est français ou belge? C'est français. Un variant français, mais d'origine congolaise. Jusqu'aujourd'hui, John,
on n'a pas encore établi, même si c'est établi, mais on n'a pas encore mis sur la place publique qu'il est mort de corona. Hier, c'était crise cardiaque. Aujourd'hui, c'est corona. On ne sait pas quel a été le virus qui a emporté, naturellement, ces dignes fils d'Afrique. Ce que nous savons, c'est que, à un moment donné de l'histoire, il s'est mis debout, il s'est dressé contre les injonctions impérialistes, élitistes, et cela coïncide naturellement avec son départ. Seule l'histoire rétablira la vraie histoire sur sa mort. Pour l'instant, n'étant pas si proche de la situation, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit. Mais il y a des présomptions qui pèsent par rapport à sa position. Reçu 27 millions d'euros, contester l'existence, n'est-ce pas, de ce virus. Et donc, lorsqu'on connaît l'histoire malheureuse de ce qu'a été les différentes relations avec n'est-ce pas, les impérialistes, etc., on a l'impression qu'il puisse être emporté dans ces contextes contextualisés. Mais bon, écoutez, il ne faut pas non plus tirer des conclusions non concluantes dès lors que nous n'avons pas tous les éléments d'analyse. Monsieur Norbert Yamba à Limalé, plus de 40 jours après, hein? 45 déjà. 40 jours. L'homme qui a été nommé au lendemain de la Saint-Valentin. Bien sûr. Sama Lukonde, beaucoup d'euphorie, beaucoup d'émotions. Sur qui repose tous les espoirs. Plusieurs semaines après, le gouvernement s'est fait attendre, alors qu'on croyait que tout était au point avec l'Union sacrée. Et ça allait être une affaire de quelques jours comme seulement. Mais on réalise que les choses ne sont pas si simples, monsieur Norbert. Les choses ne sont pas si simples parce que ces choses-là sont complexifiées en fonction du comportement. Bien entendu, en fonction du comportement, en fonction des attitudes, de l'état d'esprit, des réflexes, n'est-ce pas, de ce que représente l'élite politique congolaise. Vous n'êtes pas sans ignorer que Sama est le résultat de ce qu'a été l'adhésion de beaucoup de politiciens congolais autour de la vision du président de la République, qui est celle de mettre en place l'union sacrée au regard de l'expérience malheureuse d'une coalition de deux entités, mais qui n'a pas marché. Cette coalition n'a pas marché et le président constate que lorsqu'on fait une coalition avec des entités diamétralement parfois opposées, même si la volonté est là, mais il y a toujours des divergences, il y a toujours des contradictions et ces contradictions retardent le développement de la République. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut dépasser les clivages politiques ou idéologiques pour qu'on mette en place, n'est-ce pas, une équipe dépouillée de leur couleur politique, mais engagée pour redorer le blason de la République du Congo, de manière que nous puissions nous engager à lutter contre l'ennemi commun qui est la pauvreté. Et le président rend ce qu'a été naturellement la coalition avec le FCC et demande à tout un chacun, aux hommes politiques, que ce soit des membres du FCC, de venir à une nouvelle configuration, à un nouvel arrangement institutionnel. Appelé Union Sacrée. Appelé Union Sacrée. Et les gens sont venus. Ils ont même fait des déclarations pour dire que maintenant plus que jamais, nous nous engageons à pouvoir changer notre pays sans conditionnalité liée aux intérêts quelconques. Nous y allons et nous devons montrer que le Congo peut véritablement compter sur ses dignes fils. Et voilà, le président a nommé par rapport à cette évolution le Premier ministre Nsama. On croyait que nous n'étions pas dans une discussion, n'est-ce pas, des hommes pour prendre telle ou telle responsabilité en fonction de leur entité de provenance, parce que hier, c'était les autorités morales qui ont court-circuité la dynamique. Et curieusement, maintenant que le calme revient, on a redonné l'espoir à notre peuple, et bien voilà, chasser les naturels, il revient au galop. Et les mêmes personnes
qui visiblement ont fait une déclaration comme pour dire que nous ne venions pas pour les postes. Ce sont les mêmes qui commencent à parler des poids politiques et poids sociologiques. Il y en a même des gens de province qui pensent qu'au sommet de l'État, il n'y a pas des gens qui représentent leur province, etc. C'est comme qui dirait que c'est la province qui doit travailler. Donc, on est dans une situation où il y a une complexité et les politologues vous disent que c'est très compliqué d'analyser les politiciens congolais, etc. Il est très très différent. C'est un être très complexe qu'on a difficile véritablement à saisir. Parce que personne ne sait s'évaluer. Même après une minute, il sait renier pratiquement ce qu'il a dit. Personne ne sait se regarder sur le miroir. Et personne n'est préoccupé. Et vous savez, cher John, que la situation que nous connaissons, tout le monde se lamente pour dire, voilà, il y a la pauvreté, les gens ne savent plus vivre, etc. La responsabilité par la destruction massive de notre société, ce sont des politiciens. Vous n'avez qu'à vérifier, à vérifier les biens, les meubles, les immeubles, les mobiliers, etc., l'argent en compte, etc. De tous ces gens-là, ces politiciens, 99% de ces politiciens ne peuvent pas justifier ce qu'ils disposent par rapport aux revenus qu'ils ont pu tirer de leur travail. C'est qu'ils ont participé au pillage systématique de notre pays. Et ce sont eux qui, véritablement, ont goûté le goût du pouvoir, l'argent succulent, etc. Et c'est eux qui retardent la situation. Et donc, pour répondre à votre question, pourquoi ça retarde? Moi, je dis, mais avec des êtres compliqués, avec dosé des manquetas, des manquentum, ce qu'on appelle des séquelles, qui est lié à la manquémologie. Ces gens ont difficile à se détacher, même si on veut faire un déménagement institutionnel. On était dans un système, on veut quitter ce système vers un autre système, et ils veulent prendre les valeurs, les antivaleurs d'un système qui a infantilisé, clochardisé, instrumentalisé tout un peuple, et venir véritablement l'inféoder dans un nouveau système que nous voulons considérer comme un état de droit. Et c'est ça la difficulté. Entre-temps, nous voulons quoi? Nous ne voulons pas simplement les gens parce qu'ils parlent français. Ah non, les gens ont parlé français, les gens ont obtenu des doctorats même l'après-midi, etc. Mais curieusement, le pays n'a pas avancé. Le pays n'a pas avancé. C'est que très clairement, les équipes ont été classées sans tenir compte d'un certain nombre de critériums. Alors hier, le président de la République, qui est censé être l'entraîneur national, n'a pas eu le temps ni la marge de manœuvre de choisir ses joueurs professionnels. On dit non, donnez-moi l'opportunité, acceptez d'adhérer, et moi je vais choisir, n'est-ce pas, des hommes. Avec le Premier ministre, il désigne le profil de la personne, ça sera un guerrier. Wow. Ce sont des lions. Il faut voir des tireurs d'élite. Et voilà, maintenant qu'on cherche de trouver ces tireurs d'élite, certainement qu'on va chercher la configuration géostratégique de ceux qui font partie de l'Union sacrée. Et bien voilà, donc les gens commencent à désigner, et même leurs enfants, leurs femmes, parce qu'il faut 3 personnes par ministère. Et c'est là que le problème se pose. Même la femme et l'enfant. Bien entendu. Oui. Et c'est là que le problème se pose. Et c'est là, parce que la vision, c'est de lutter et d'assassiner la pauvreté. Mais on ne va pas assassiner la pauvreté avec des stagiaires dans une salle d'urgence. Et c'est ça justement la difficulté. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le président de la République doit montrer qu'il est un personnage qui répond au contexte, au grand mot, grand remède. Oui. Lorsque vous avez un peuple, vous avez une élite qui agit comme des bébés sous biberon, il faut à un moment donné les conduire en utilisant véritablement les prérogatives constitutionnelles. Et ça, si ça se continue à se bloquer, moi je pense, pourquoi pas, à ce moment-là, on va constater qu'il n'y a pas, une sorte d'interaction entre le gouvernement, entre les partenaires. Et on se trouvera dans la triste obligation. Y a-t-il pas des sérieux risques ou des craintes à l'Imali qu'à l'issue, non, qu'à la sortie de ces gouvernements, cette union sacrée vole en éclats? Parce que les décors plantés déjà n'est pas de bon augure. Je vous ai dit que les gens ont subi un système. Les gens ont cru que les postes, les responsabilités publiques, ce sont des responsabilités qui doivent être, n'est-ce pas, acquises en utilisant des manœuvres, en utilisant, n'est-ce pas, des stratagèmes, etc. La finalité, c'est s'enrichir insolemment ou de manière insolite, et puis bon, au détriment de tout un peuple.
Ça, ce sont les habitudes qui ont été créées. Et alors maintenant, quand ils viennent, ce n'est pas pour soutenir l'union sacrée. C'est pour que tout un chacun trouve son compte. Et dès lors que les gens ne trouvent pas leur compte, à ce moment-là, le président va constater. J'ai entendu même certaines déclarations pour dire mais il y aura reconstitution de la majorité. C'est déjà une alerte, précoce d'ailleurs. Et moi j'ai dit si tel est le cas, avec cette reconstitution de la majorité, c'est que ce sont des récidivistes. Et en tant que tel... Mais de qui se moque-t-on finalement? Eh bien voilà, ils se moquent de notre peuple. Ils croient que notre peuple est toujours dans la résignation, dans la naïveté. Parce qu'ils vont jeter leur accusation sur celui qui est censé être président de la République, oubliant qu'il y a un partage des responsabilités. Et donc, à ce moment-là, au moins, notre peuple saura qui est qui sont les auteurs de retard que nous connaissons, et ce sont les mêmes qui veulent rééditer leurs exploits. Et ça sera l'occasion pour le président de la République d'appeler tout notre peuple à les soutenir et à l'accompagner par rapport aux décisions audacieuses qu'il aura à prendre. Écoutez, il ne sortira pas véritablement de la Constitution, ça c'est évident, mais il va rester. Non, écoutez, ne faisons pas. Véritablement, il ne sortira pas véritablement. Non, n'allons pas dans des conclusions. Dès lors que je sais qu'il y a eu évolution positive. Ça sont des cas illites, mais il y a eu évolution. Le Premier ministre a rencontré le président de la République. Il y a eu ce qu'on peut appeler des arbitrages. Il y a eu sensibilisation, discussion avec ceux qui sont concernés. Et j'estime que des réglages ont eu lieu. J'ai entendu qu'il y avait des petites conditionnalités qui peuvent être réglées, qui ne constituent pas des contraintes. Donc, comptabilisons cette évolution positive pour ne pas rester sceptique et allons dans le sens que tout le monde est de bonne foi et qu'on veut régler la situation. Mais alors maintenant, si dans l'hypothèse où la machine se bloque et que le peuple congolais attend, j'attends. Il n'y a pas d'eau. Qui sait que dit ceci? La route à inondation. Qui sait que dit ceci? Oubliant qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises tout au long du cheminement de notre pays, qui ont autorisé les lotissements, même dans des espaces verts, qui ont permis naturellement qu'il y ait des inondations. Et c'est Tshisekedi, les décisions de Tshisekedi ou les décisions des précédents. Maintenant qu'on est en train véritablement de vouloir remettre les choses en selle, retravailler pour qu'on puisse redonner l'espoir, et c'est au même moment que les mêmes personnes qui ont véritablement bousillé le pays, chamboulé tout le pays, etc., ce sont les mêmes qui amènent les virus qu'ils ont domestiqués pendant tous les systèmes que nous avons connus et qui veulent rééditer ces supposant qu'ils ont un poids politique, etc. Encore que bon, nous avons participé tous aux élections, nous connaissons comment les gens se sont amusés avec les machines à voter, nous connaissons comment les gens ont pratiquement robotisé la CNI, etc. Raison pour laquelle peut-être on va en parler. On va en parler oui. Pour que ces choses-là prennent fin et qu'on puisse aller dans les sens de pouvoir... Les souhaits de tout le monde, les souhaits de tout Congolais est de voir les pays aller de l'avant, comme vous le dites là, la machine du développement décolle, mais les diagnostics doivent être bien identifiés, établis, pour que les médicaments ou remèdes qui sera apportés soient une solution efficace. Tout à fait. Avec le FCC, ça n'a pas tenu. Le chef de l'État est sorti avec une autre stratégie, mais qui apparemment ne répond pas encore. Est-ce qu'on va continuer comme ça avec des diagnostics ratés qui ne donnent pas solution, ou il faut revenir en arrière? Non. Vous savez, quand on est un homme politique, il faut avoir un feeling politique managérial. Et certainement que ça n'a pas marché avec l'UFCC, et vous avez pleinement raison lorsque vous dites diagnostic a été fait. C'est comme si on veut rééditer la stratégie d'un temps du FCC qui a pratiquement chamboulé les systèmes, etc., où les clivages existent, où les entités avec leurs autorités morales, où chaque entité apporte naturellement son déshydratant, etc. Et certainement que le président a donné cette marge, mais il a conditionné en disant que voilà, j'ai défini le personnage,
voilà le profil d'homme qu'il faut présenter, etc. Et là, le président de la République estime qu'avec ce profil-là, devenant le seul entraîneur, je pense qu'il est capable de pouvoir faire avancer. Avec beaucoup de responsabilités aussi. Bien entendu. Cette fois-ci, il n'y a plus de prétexte FCC. Non, il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de prétexte. Vous êtes conscient de la volonté très volontariste du président de la République de faire changer les choses. Mais il doit faire ses preuves jusque-là. Mais les preuves, ça veut dire quoi? Les preuves, ça veut dire quoi? Les preuves sur le plan social. Mais sur le plan social, vous savez, ça veut dire quoi? Les sociales du Congolais laissent à désirer. Faites attention. Nous devons aider les Congolais à rationaliser son raisonnement. C'est très important, John. Parce que lorsque vous dites social, moi je vois social avec 4 attributs de souveraineté. La sécurité, l'éducation, la santé, l'alimentation. Il faut n'oublier pas, c'est pas l'énergie, l'eau et l'électricité. Ça sont des indicateurs objectivement vérifiables et qui déterminent naturellement la vie des citoyens. On ne voit pas le social là, M. John, entre nous, sincèrement. Vous avez vécu 2 ans avec un allié rival. On peut même un allié rival. Et curieusement, on met fin. Un allié ennemi. Et puis, on veut remettre un autre arrangement institutionnel, lequel arrangement institutionnel n'est pas encore de mise. Vous dites non, on ne voit pas les sociales. Mon cher ami, regarde, lorsque je suis, peut-être que vous ne l'avez pas dit, consultant sur des questions de monitoring de l'action publique, lorsque vous avez un gouvernement, vous ne pouvez pas l'apprécier comme ça à l'air. Il faut un projet, il faut un programme. Et le gouvernement Sama est en train de travailler avec son équipe restreinte pour avoir un programme. Lequel programme n'est même pas encore présenté à l'Assemblée. Alors vous dites, les sociales, on ne voit pas. Non, c'est parce qu'il est... Non, mon ami. Non, mon ami. On ne peut jamais faire l'évaluation sans planification au préalable. Et la planification suppose qu'il y a un certain nombre d'activités prévues, il y a un timing prévu, il y a des indicateurs et il y a des éléments, des outils de vérification. Donc, vous n'avez ni le plan, vous ne connaissez ni les indicateurs, vous connaissez ni les résultats entendus, ni les activités réalisées. Vous vous dites, il n'y a rien. Ah non. Certainement que vous avez raison lorsque vous dites, mais ça tarde. Voilà. Dès lors qu'il y a des urgences. Mais faites attention, l'urgence ne suffit pas à la précipitation. Nous sommes dans une société complexifiée. J'ai entendu ça quelque part. C'est une société complexifiée. Nous sommes dans l'attente et les pays s'arrêtent 5 mois durant. Rien ne marche. Donc ce sont des aspects à prendre en compte. Bien entendu. Quand l'Union sacrée venait, devait tenir compte de tous ces aspects. Mais avec Sama Lukonde qui est arrivé, la patience est encore longue. 40 jours déjà consommés, cela s'ajoute à la période donnée à l'informateur. Avec tout ce que nous vivons, ça laisse à désirer, ça fait penser à cette phrase-là de John. Allez. Parce que gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Bien entendu, mais il y a eu beaucoup de feeling politique, beaucoup d'intelligence politique, voilà, c'est le terme que j'ai cherché, qui a motivé jusqu'à ce qu'on puisse avoir cet arrangement institutionnel sans couler du sang. C'est du génie, c'est de l'intelligence à outrance pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose. Les gens ne s'attendaient pas. Les gens voyaient les sangs couler. Tout à fait. Grâce beaucoup plus à Joseph Kabila. Qui a accepté de céder. Oui. Mais il a été pour beaucoup, pour qu'on arrive véritablement à la nouvelle configuration. Attention. Oui. Si, il était de bonne foi. Oui, bien. Non, attention. Il peut faire mal. Mais... Il y a des vérités contraires. Il y a des vérités contraires. Il y a des unités de puissance. Et lorsque 2 unités de puissance sont ensemble, l'unité la plus forte domine l'unité la plus faible. Et vous n'allez pas dire qu'il y a eu une volonté très volontariste dans le sens de faire avancer les choses. Si cette volonté allait jusqu'au bout, parce que Joseph Kabila est resté dans l'histoire pour avoir fait ce qu'il a fait, mais curieusement, c'est lui-même qui remettrait en question
En fait, pas présomption, parce que c'est lui le leader incontestable, incontesté, n'est-ce pas, du FCC. Et vous savez le comportement des amis du FCC. Vous savez les actes qui ont été posés. Vous savez la ridiculisation du chef de l'État, l'humiliation jusqu'à ce point. Mais qui aurait pu arrêter véritablement cette machine? On dirait que les gens ont été robotisés, on dirait qu'ils étaient manipulés, instrumentalisés à souhait. C'est cela. Et donc, il a réduit une dose, pas de son entrée grandissante dans la cour des grands. Simplement parce que les actes tels qu'ils étaient posés montrent très clairement que nous étions encore en retard de la dynamique que nous avons mise en place. Quand cela ne tienne, est-ce qu'il faut considérer que nous sommes en train de passer le temps? Cher Ali, le pays est complexe. Vous n'avez pas un pays avec un logiciel mental complètement, j'allais dire, bousillé comme notre pays. Thomas Kanza, je me rappelle bien au début des années 90, lorsqu'on a déclenché les processus de démocratisation. Il était à Bruxelles, il fait, n'est-ce pas, une interview à Radio France Internationale. Il dira, comment vous voyez le Congolais? Il dit, au Congo, toutes les générations sont brûlées. C'est comme ça que même vous, les jeunes gens, qui auraient pu véritablement démontrer que vous aimez bien le pays, quand vous portez cravate, c'est pour faire véritablement comme des gens plus de 80 ans. Donc, à qui faut-il véritablement faire confiance, naturellement, dans ce contexte contextualisé? C'est cela. Et donc, dans cette complexité des comportements, des logiciels dénaturés, il faut un peu plus de tact, il faut un peu plus de finesse, il faut un peu plus de stratégie. Et Félix Tshisekedi a été entraîné comme diplomate du parti, pour savoir encaisser, pour savoir gérer les contradictions, pour savoir accepter les désaccords et avancer, gagner de points. Si cela peut devoir cristalliser, j'allais dire consolider un comportement, une attitude, un état d'esprit pour reconstruire notre pays, il endosse la responsabilité, mais l'histoire devra le restaurer. C'est peut-être dans ce contexte-là qu'on est en train de voir, parfois comme si on ne voyait pas les choses. L'idée, c'est comment mettre en place un arrangement institutionnel qui met tout le monde d'accord pour que tout le monde s'engage de pouvoir sortir véritablement le Congo et les Congolais du bourbier. Et ça prend un peu du temps. Ce sont des douleurs d'enfantement. Et puis bon, lorsqu'on aura cristallisé les processus, à ce moment-là, on va prendre une visite de croisière. Rappelez-vous du programme des 100 jours. Regardez le nombre. J'ai vacillé un peu les différentes réalisations. J'ai compris que vraiment, les gens qui critiquent 100 jours ne sont pas de bonne foi. Mais simplement parce que le président a eu une marge de manœuvre. À ce moment-là, le gouvernement Ilunga Kamba n'était pas encore là. Et puis bon, il a utilisé ses collaborateurs, justement, en voyant et en déterminant un programme, etc., qui n'a pas atteint 500 millions, etc., mais bon, qui a été fait. Aujourd'hui, il y a pas mal de réalisations par rapport à ça. Et depuis qu'Ilunga Kamba est arrivé en novembre 2019, tout s'est arrêté. Vous ne pouvez pas dire que quoi que ce soit s'est réalisé. Tout simplement parce qu'il fallait neutraliser l'action très progressive du chef de l'État pour qu'il ne puisse plus réapparaître et donner, n'est-ce pas, un discours en 2023, etc. Tous ces stratagèmes ont bloqué le pays. Et donc, ça ne correspond pas, naturellement, avec les mois qui vient de passer, n'est-ce pas, Sama, et que le président, même plus d'un mois, même 2 mois, c'est différent de 2 ans avec Ilunga Kamba, etc. Non, mais tout ça, il faut comptabiliser. 2 ans, plus 2-3 mois qui est minimisé. Non, je ne minimise pas. Moi, je suis évaluateur macroéconomiste. Je ne peux pas minimiser. Même un jour, il y a des activités prévues chaque jour. C'est très important. Mais ce que je dis, c'est que, à la différence, par exemple, de la situation antérieure, aujourd'hui, on n'a pas... c'est vrai qu'il faut le regretter parce que le chronogramme est entamé, mais on va prendre une vitesse de croisière. Et cette vitesse de croisière n'aura pas de blocage. Parce qu'il y a une vitesse de croisière à Limale, parce que 2023, c'est pas très loin. C'est dans 2 ans et demi. Hein. Et du coup, on remet sur la place publique les débats sur le processus électoral, sur les élections. Monsieur Norbert Yamba, est-ce mettre la charrue avant les bœufs qui a commencé à chercher à renouveler les bureaux de la CENI avant les réformes proprement dites? Sur cette question, vous m'avez présenté comme cadre de l'UDPS. Je ne suis pas encore fixé par rapport à la position de mon parti. Oui. Mais je voudrais
parler de cette question comme spécialiste des questions électorales. Voilà. Cher ami, j'étais aux élections 2018. J'étais candidat député national pour le compte de l'UDPS. J'ai vu ce qui s'était passé. C'est inacceptable. Vous êtes à Kinshasa, vous avez vu même pour les élections de deuxième degré. Vous avez vu, sénateur, compagnie, etc., gouverneur, la corruption endémisée. Non, c'est pas sérieux. Et donc, devant une telle situation, je pense qu'il y a moyen d'apporter des réformes à la CNI. Ces réformes sont importantes. Avant les pensions au bureau. Mais curieusement, ce que je vois là, même les bureaux là doivent subir une réforme. Bien entendu, en attendant que ces réformes n'interviennent, et il y a beaucoup de propositions sur le marché public. Curieusement, on dit non, élisons un président. Au moment où, généralement, le président a toujours été pris en compte par les religions, etc. Ouais, les confessions religieuses dites importées, révélées, etc. Et toutes ces religions importées. Il y a aussi l'écuménisme, parmi cet écuménisme. Non, envoyer de Jésus-Christ sur la terre. Donc, c'est pas l'équimango originel, ça. Donc, voilà. Donc, alors, toutes ces religions importées prennent la responsabilité de se montrer en scène pour choisir des hommes et des femmes parfois téléguidés. Non, il faut que ça arrête. Il faut amener des réformes pour choisir des hommes et des femmes qui doivent travailler pour l'intérêt de la République. Pas des hommes qui doivent préparer la violence en récurrence. C'est pas normal. Et personnellement, ça n'empêcherait personne de dormir si on accélère, comme ils ont repris à l'Assemblée nationale, d'accélérer les processus de réforme, qu'on ait la nouvelle configuration, et c'est sur base de cette nouvelle configuration on peut se choisir des hommes et des femmes. Et puis, je voudrais vous dire, les églises, qui a dit que les églises étaient saintes? Et puis, moi j'ai écrit 3 ou 4 livres sur la problématique de la société civile. Les églises sont une composante de la société civile. Mais une responsabilité aussi stratégique remise à la composante des églises, ayant la présomption d'être honnête, intègre, parce qu'elle est guidée par la moralité, et l'Église a démontré ses faiblesses. Je pense qu'il faut un garde-fou. Dès lors que l'Église est une composante de la société civile, qui doit choisir? Il faudrait que cela soit attesté par la société civile. Il ne faudrait pas que ça ne fasse du coup. Non! Si l'Église choisit un homme, mais appelez d'autres composantes pour valider. Ça, c'est une proposition. Bien entendu, ça fait partie des cours de proposition, mais c'est aussi correct. C'est un doctrinaire qui vous parle. Tu vois? Donc, l'Église, de manière générale, n'a pas le monopole. Elle fait partie de la société civile, et parmi la société civile, on dit non, elle a la présomption d'être moralement aguerrie. Et dans l'exécution de son travail, elle a montré ses limites. Alors maintenant, si vous représentez la société civile par rapport à une question, il faut rendre compte aussi à la société civile. Or, ici, la société civile opère de manière... L'Église opère de manière isolée, en solo, ne rendant aucun compte, n'est-ce pas, à la société civile. Et pourtant, il existe ce qu'on appelle un cadre de concertation de la société civile. C'est ça. Nous, à l'époque, lorsqu'on a réfléchi, et on a produit des manuels pour ça, on a dit, regardez, la société est organisée dans une sorte de répartition de rôles. Il y a les opérateurs politiques qui s'occupent naturellement de gérer le pays, gérer l'argent, de gérer le patrimoine. Mais il y a la société civile qui fait le monitoring de l'action publique. La société civile faisant le monitoring de l'action publique, la société civile ne peut pas avoir les appétits de conquérir le pouvoir. Mais la société civile doit contrôler, doit être un élément de surveillance par rapport à l'action de la République. En tant que telle, et c'était justement nos propositions, c'est pas, à Saint-Titi, c'est que
il faut mettre en place ce qu'on appelle des institutions d'appui à la démocratie. Ces institutions doivent être tenues par des gens qui véritablement sont des garde-fous de la démocratie, notamment la société civile, qui n'ont aucun appétit, aucun intérêt de conquérir ni d'exercer le pouvoir. Et donc, il a été dit que la CNI, le Comité des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, des institutions d'appui à la démocratie, et ces institutions doivent être gérées par les acteurs de la société civile. Et comme... Pas forcément par les confessions religieuses. Non, pas forcément. Et donc, comme les hommes politiques ont des appétits gloutons, ce sont des égocentristes à outrance, les gens qui ont retardé le développement de l'Afrique. Au lieu de laisser cette autonomie pour qu'on se surveille mutuellement, ça s'appelle système de surveillance mutuelle. Ah non, ils ont infiltré toutes ces institutions. Ils ont même décidé sur ces institutions. Et on a connu pendant les 18 ans. Même pour être président, on vous appelle société civile, vous êtes robotisé, il faut qu'il y ait la caution. Et vous y entrez parce que vous avez la caution. Il faut que ça s'arrête. Nous avons connu dans notre pays des associations électorales. Quand est-ce qu'on va y mettre la rationalité par rapport à ce que nous faisons? Mais il y a des hommes dans les droits de l'homme. Il y a eu ce qu'on appelait la ZADO avec Guillaume Gosso. J'ai perdu mon ami qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons les élections. Vous avez Paul Sambou. Vous avez Jérôme Bosso. Mais Paul, le leadership c'était Paul, Ferdinand Kapanga, etc. Ainsi de suite. Mais ces gens sont vivants. On les affronte. Des gens qui ont fait plus de 60 observations électorales à travers le monde. Et vous voulez confier quelqu'un qui véritablement n'a entendu que lorsqu'il était dans une commission justice et paix, la question des élections, qui ont été formés par les Sampou, etc. Et qui visiblement... Je me suis porté par les confessions religieuses. Oui. Moi je pense que revenons à la raison. Cher John, revenons à la raison. Je demande aux gens comme Paul, je ne sais pas s'il se trouverait actuellement, si pas en France ou en Belgique, etc. Paul, revenez. Je l'ai vu tout récemment avec les présidents, les présidents du Sénat. Ah voilà. Paul, revenez. Portez-vous candidat. C'est votre candidat. Hein? Non. Parce que ça, ce sont des collègues avec qui on a travaillé ensemble. Oui. Et lui, il s'est montré aussi l'ancêtre de ces gens-là. Tu vois, donc moi j'ai dit, il a crédibilisé le Congo lorsqu'il a été à la Fédération internationale des droits de l'homme, FDH, qui est basée, n'est-ce pas, en France, etc. Il a été même secrétaire général. Il a combattu pour que le Congo, la restauration de la démocratie dans notre pays. Je ne fais pas la propagande de Paul. Mais le Congo n'apprécie pas tellement des personnes comme ça. Hein? Oui. Mais non, mais il y a évolution. Il faut comptabiliser les évolutions positives. Le Congo n'est pas resté à l'état d'animalité zéro. Raison pour laquelle nous parlons de l'alternance. Voilà, il y a alternance simplement parce qu'on veut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi j'ai dit, alors maintenant restituer la République aux citoyens. Restituer la République aux citoyens. Restituer la République aux citoyens suppose mettre en place un système de surveillance mutuelle. Les gens s'occupent de la gestion de la République, les autres s'occupent du monitoring. Ça veut dire de contrôle de l'action de la République. Et donc, il y a des gens qui sont restés pendant longtemps et qui ont fait preuve et qui sont connus à travers le monde par rapport à cette problématique. Pourquoi ne pas véritablement leur faire confiance? Voilà, mais ils doivent être acceptés par les églises. On ne veut pas tout chambouler, nous avons besoin que nos pères de l'église... Aux côtés des réformes, une autre question animale, c'est celle du recensement. Doit-on faire de cette opération un préalable avant qu'on a aux élections de 2023? Mais alors là aussi, il faut y mettre de l'intelligence. Oui. Nous ne pouvons pas dire oui ou non dès lors que nous n'avons pas encore comptabilisé le timing que cela représenterait. Ah oui, hein. J'ai entendu le président de l'ONIP, l'identification de la population, ouais, etc. Il dit si tous les moyens sont réunis, etc., une année se terminerait. Si dans l'hypothèse, on est très rassuré. On commence maintenant. Mais on commence.
On commence, mais si dans l'hypothèse, parce qu'il faut faire l'évaluation, et l'évaluation suppose qu'on a déterminé un certain nombre d'activités, et tout au long de ces activités, s'il y a la guerre, vous allez continuer? Ah non. Ça veut dire en fait qu'il faut savoir évaluer au fil du temps que l'on avance, quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés de parcours. Ça peut provoquer un réajustement. Alors là où je ne suis pas d'accord, parce que les gens disent, qu'on le veuille ou pas, il faut que le 23. Ah non. Nous devons faire des choses de manière rationnelle pour éviter des critiques, pour éviter des frustrations. Pas de glissement. Pas de glissement, ça c'est le principe. Mais nous sommes, si on ressent une volonté volontariste de réaliser des activités prévues dans le chronogramme, c'est comme ça que moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui ne veulent pas que les catholiques présentent leur programmation. Ici, nous sommes sur un terrain où chaque groupe, même vous les journalistes, vous pouvez présenter votre programmation. Et donc, on va faire confrontation, pièce contre pièce. Quelle est la programmation qui correspondrait? Et cela ne veut pas dire que la programmation reste figée. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation informative, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, on regarde les activités planifiées, on regarde les activités réalisées, on peut se dire que telle ou telle activité n'a pas été réalisée parce qu'il y a eu ceci, et donc ça joue sur le timing prévu. Vous voyez? Et donc, on a intérêt aujourd'hui, même les groupements politiques, même vous les journalistes, toutes les associations, présentez, mais ça, ce n'est pas une décision. Il ne faudrait pas que vous, journalistes, vous présentiez un programme alternatif. Et vous croyez que c'est ça ce qui va être d'application. Ah ben non, c'est une intelligence sectorielle. Nous voulons une somme d'intelligence. Encore que nous nous sommes organisés pour donner à une institution la responsabilité d'organiser les élections. C'est la CENI. C'est comme ça qu'il est important qu'on accélère les différentes réformes sur la CENI de manière à avoir des hommes et des femmes qui réfléchissent par rapport à la programmation, par rapport à la question. Pour qu'on comptabilise même le recensement, il faut qu'on mette ça dans les chronogrammes. Vous voyez? Et donc, nous avons intérêt à écouter, par exemple, les prêtres qui sont hyper actifs, etc., dans les différentes propositions. Mais il ne faut pas qu'on s'inquiète. Personne n'a le monopole de la décision. On fait des propositions et c'est comme ça une société. Une société démocratique, c'est une société où il y a gestion des contradictions, où il y a des propositions alternatives. Moutantisme même pour les partis politiques. Oui. Chacun doit réfléchir. Et le moment viendra où la CENI va prendre les différentes propositions, il va les confronter, il y a des experts à l'interne, etc. Et on va proposer un calendrier qui correspondrait à la réalité. Et c'est comme ça que la société fonctionne. John, une dernière question, une question qui va tout englober. On a parlé réforme, on a parlé attente impatiente du gouvernement, mais il y a quelque chose que nous devons aussi en parler, c'est le moyen. C'est-à-dire, le gouvernement sera là. Avec quels moyens, avec quelles priorités? S'il faut parler élection, avec quels moyens quand on sait que les budgets congolais ne représentent pas une enveloppe conséquente pour faire face à toutes ces difficultés? Merci beaucoup Ali. Le premier moyen, ce sont les hommes. On dit que ce ne sont pas les moyens qui créent les hommes, ce sont les hommes qui créent les moyens. Et l'homme a l'esprit de Dieu. Parce que l'homme est le dépositaire de l'esprit de Dieu, incarné dans un corps humain. Et donc, le budget, il est là. Ce sont des prévisions de mobilisation des recettes. Ces prévisions nous donnent 6 à 7 milliards de dollars. Mais en dehors de ça, le Congo fait partie d'un certain nombre d'organisations financières à travers le monde. Et par rapport à ça, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, je suis panafricaniste, mais écoute, on peut utiliser de manière circonstancielle ces choses-là aussi, hein, etc. Mais on peut mobiliser des ressources. On les appelle des partenaires au développement. Il y a même des banques régionales. Il y a la Banque africaine, etc. On peut négocier. Aujourd'hui, il existe un volume monétaire en circulation au regard des projets qui sont soutenus par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement, par l'Union européenne. Et il n'y a pas que ça, il y a les chancelleries. Il y a beaucoup d'argent. Chaque année, on détermine un certain nombre de moyens dans chaque chancellerie, dans leur service de coopération. Maintenant, il faut que le ministre qui est concerné, etc., soit en mesure de convoquer les partenaires pour dire, mais écoutez, vous avez prévu combien, Union européenne, pour le Congo? Dans quel secteur? Convoquer, mais aussi convaincre avant de bénéficier. Non, il n'y a pas de convaincre. Quand la gestion est opaque, vous ne bénéficierez pas de cette assistance des partenaires. Quelle gestion opaque?
On vous dit, il y a on est en train de démontrer aujourd'hui que nous sommes pris à l'état d'animalité zéro. On a requinqué l'inspection générale des finances, on a requinqué la Cour des comptes, on a reconfiguré l'Assemblée nationale. Les Sénats. Et on a mis en place une agence de lutte contre la corruption. Les cours et tribunaux sont en train véritablement de répondre. Trop d'institutions. Et puis la société civile, etc. Vous les journalistes, quand il faut vous assumer, il faut laisser les débats des caniveaux, etc. Et on a besoin véritablement de voir, faire des investigations qui permettent d'éclairer la situation des gestions de la République. Et donc, je termine par là. 60 secondes, votre en 60 secondes, donc, je voudrais simplement dire que, outre les moyens que nous devons mobiliser, outre les partenaires qui sont les nôtres et les contacts que nous pouvons avoir avec le bailleur de fonds pour prendre des crédits, etc., nous avons aussi des bailleurs en Asie. Il y a aujourd'hui la multipolarité de puissance. Il y a une marge de manœuvre de mobiliser des ressources. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que nous appelons des moyens qui proviennent, n'est-ce pas, de PPP, le partenariat public-privé. On peut monter des grands investissements au travers véritablement de cette approche. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on parle, le gouvernement central a mis en place 7 milliards de dollars. Mais écoutez, le budget de la province est différent du budget du gouvernement central. Ville de Kinshasa, 500 millions, c'est pas ce qui se trouve dans le budget Ilon Kamba. Tu vois? Et donc, nous avons 26 provinces, et si chaque province a une moyenne de 500 millions, et vous avez pratiquement 13 millions de dollars. Et lorsque vous ajoutez 7 millions d'Ilo Kamba, vous avez 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Tu vois? Donc, tout cela montre que si comme le Premier ministre est là, il va bien manager, encore que tous les gouverneurs aillent dans la direction de la vision du président de la République. Je pense qu'il y a moyen d'assassiner la pauvreté. Mais pas à 5 ans, non. Mais on aura posé un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Il faut des mandats, on a compris. Monsieur Norbert Yamba, cadre du parti présidentiel UDPS, c'est un honneur de vous recevoir. Merci, merci beaucoup. Il faut comprendre que nous avons intérêt tous de nous engager pour redorer le blason. Redorer le blason suppose remettre la dignité de notre peuple, parce que nous sommes consécutés à travers le monde à cause de cette indignité. Et chacun de nous aura fait ce qu'il peut. C'est un plaisir d'avoir le professeur au plateau, et espérons qu'on l'aura encore prochainement. À très vite pour un nouveau numéro d'Analyse 24. Au revoir.